Merci, bonjour à tous. Bienvenue sur cette Agora. On est très heureux, et je suis très heureux au nom de Doctolib de vous accueillir aujourd'hui pour parler de coordination des soins, qui est un thème cher au cœur de nos trois intervenantes. Je me présente rapidement, je vous dis quelques mots de Doctolib, je les présente ensuite, et je vous propose qu'on rentre dans le vif des échanges. Je veux m'assurer juste avant cela que jusqu'au fond de cette Agora, vous nous entendez parfaitement. Mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et je lance un appel à mes collègues. J'ai pas de montre avec moi. Et donc, je vous proposerai de nous faire signe peut-être au bout d'une demi-heure. Oui, on prend le temps, on discute, et c'est ça qui est la clé du sujet qu'on a aujourd'hui. Je m'appelle Maric Philibert, je suis le directeur des activités établissements de santé chez Doctolib pour la France, et qui couvre, allez, je vais le dire par opposition, l'ensemble de ce qui n'est pas le monde libéral. Qui représente ou pour lequel on est très connu. Et Doctolib opère aussi tout statut, tous exercices et tout métier confondus, et donc les hôpitaux du monde sanitaire, le médico-social, les centres de santé primaires, la radiologie, jusqu'au laboratoire d'analyse médicale ou aux pharmacies. Voilà les éléments que nous travaillons aussi chez Doctolib, qui est une entreprise qui, depuis sa création, veut transformer le monde de la santé, essaye d'œuvrer à un monde en meilleure santé avec deux approches, l'une côté professionnel de santé, l'autre côté patient, en essayant de les convertir. Chez Doctolib, qui est un éditeur de logiciels, qui travaille donc avec l'ensemble des acteurs, tout statut, tous exercices, tout métier confondu et tout au long du secteur, on est évidemment très sensible au sujet de coordination dont on va parler aujourd'hui. Je dirais presque que c'est une raison pour laquelle on est aujourd'hui aussi présent, intégré, parce qu'on veut faire en sorte que ce monde qui est parfois un petit peu siloté dans ses prises en charge, on essaye de lui donner chez nous les outils, pour vous les initiatives, et rapprocher les deux pour que ça fonctionne. Voilà les raisons déjà de la prise de parole qu'on a aujourd'hui. On avait fait un sujet similaire il y a un an, Santexpo ici aussi, on vous annonçait l'acquisition de Silo, qui est notre solution de messagerie instantanée sécurisée, qui propose un annuaire exhaustif avec tous les professionnels de santé référencés en France, qui permet aussi de créer des réseaux plus ou moins fermés à l'échelle d'un établissement, d'un territoire ou de filière nationale pour partager de l'information. Ça, on vous l'annonçait il y a un an. On était fiers, évidemment, de pouvoir faire ce sujet. On avait acquis une société qui opérait déjà dans les pays nordiques, qui avait pris cette expérience, et on souhaitait la porter ici en France, avec l'enjeu, pour le dire simplement, de venir remplacer le premier usage de coordination chez nous, chez vous, WhatsApp ou le téléphone. Avec la simplicité d'usage qui est proposée, mais avec la sécurité et la médicalisation en plus. Voilà comment on voit le sujet, et la coordination, on l'a vu accélérer, ne serait-ce qu'en un an, je dirais probablement avec quelques tendances que je peux mettre en introduction. Le premier, c'est de se dire, elle a accéléré déjà parce que en appui des soins primaires, il y a besoin de beaucoup d'expertise pour la suite du parcours. Elle a accéléré parce que sur les territoires, dans les établissements, les groupements, la réalité des filières, des parcours est en train de prendre vie encore plus fortement. Je disais en préparation tout à l'heure, on est tous un peu l'amont ou l'aval de quelqu'un dans ce sujet, et finalement on voit que ce cercle-là est en train de se mettre en place. On a vu aussi les prises en charge pluridisciplinaires où les équipes, le fonctionnement d'équipe augmenté. Je pourrais citer les maisons de santé pluridisciplinaires côté libéral, je pourrais citer les CPTS pour le monde de la ville, mais évidemment à l'échelle d'un GH, d'un GHT, d'un groupement national ou régional, ces sujets sont aussi très prenants. Et on le voit augmenter aussi parce que, clairement, à certains endroits, le besoin d'expertise, soit parce qu'il n'est pas présent sur le territoire ou parce qu'on a besoin d'un supplément de compétences à l'autre bout de la France, va crescendo. Ça, c'est des éléments qui nous font voir que les besoins de coordination vont crescendo. C'est aussi ceux qu'on constate dans nos solutions. Pour vous donner un ordre d'idée, il y avait 0 utilisateur de Silo il y a un an. Aujourd'hui, vous avez sur nos 250 000 professionnels de santé utilisateurs, 40 000 qui, tous les jours, sont actifs sur la messagerie. Ils échangent 3 millions de messages, puisque là, ça veut rien dire. C'est difficile de se rendre compte de ce qu'est leur idée, mais pour vous dire qu'il y en a aujourd'hui 15 à 20% qui utilisent tous les jours ce sujet-là pour se coordonner avec d'autres structures ou à l'interne aussi, qui est par ailleurs le premier des besoins de coordination. Quand je vous dis qu'il y a 15 ou 20% des utilisateurs Doctolib qui font la coordination, c'est probablement qu'on est au tout début. Que
que ça va aller de façon exponentielle et que pour ça, il va falloir nous nourrir de vos expériences pour nous vous apporter les outils qui sont capables de fonctionner. Voilà un peu comment on voit les choses chez Doctolib. Et je me permets juste avant de présenter nos interlocutrices et de lancer les débats, vous proposer une nouveauté que vous pourrez retrouver sur notre stand. La première, c'est le fait que cette messagerie, elle était possible jusqu'à présent que entre un professionnel et un autre. Désormais, on va la rendre possible à l'échelle d'une organisation. Par exemple, un service hospitalier qui pourra répondre en son nom aux professionnels de la ville. Et puis aussi, le lancement de la télexpertise qu'on lance longtemps, puisqu'à partir du moment où vous pouvez échanger, probablement que ces échanges, vous pouvez aussi les valoriser. On estime chez nous qu'il n'y en a que 5% qui sont valorisés et que le potentiel est encore énorme à exploiter. Et je sais aussi que pour les finances d'un établissement qui libère du temps médical pour pouvoir le faire, c'est un sujet critique. Voilà un peu les sujets concernant Doctolib, mais c'est pas le plus intéressant ou le plus important, je dirais aujourd'hui, ça vous le reverrez sur le temps, c'est surtout qu'on vous écoute et qu'on apprenne de vous, de vos expériences, peut-être des quelques difficultés que vous rencontrez aussi, la façon dont on va faire évoluer nos technologies. Pour les échanges, on a voulu un tour de table qui soit représentatif du grand secteur sanitaire et médico-social. Alors je ne sais pas dans quel ordre je vais le faire, je vais me tourner vers Cézanna. Vous êtes la directrice stratégie de transformation de la Fondation Opale, qui est un acteur pluridisciplinaire, mais très axé aussi SMR, avec une quinzaine d'établissements en tout dans les Hauts-de-France, pôle de compétences, avec des vrais sujets de coordination que vous avez lancés il y a un moment. Alexandrine, vous êtes la directrice du GH70, donc on est dans la Haute-Saône, le quart nord-est de la France, avec un territoire où une quinzaine d'établissements qui aussi sont regroupés avec du médico-social aussi, des EHPAD évidemment, et un enjeu de projet territorial important, des expertises à organiser en filière. Et puis, Dr Julie Ramette, vous êtes la directrice médicale du groupe EMRA, qui est un des acteurs spécialisés dans le grand âge, et notamment les EHPAD. Voilà le tour de table qu'on a voulu ici. Peut-être à tour de rôle, vous proposez juste de définir ce qui est un peu, selon vos établissements, la coordination médicale et comment vous la voyez. Je ne sais pas par qui je commence, je crois que j'ai oublié. Peu importe. Julie ? Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez bien ou pas ? Alors la coordination médicale et la coordination des soins en EHPAD, elle est primordiale. Pourquoi ? Puisque l'EHPAD est un domicile en annexe d'autres situations en lien avec les soins primaires, mais l'EHPAD va accueillir en fait actuellement des résidents en aval du sanitaire, donc en post-hospitalisation, post-urgence, post-hospitalisation de médecine, post-SMR. Et donc comment accueillir en fait des personnes qui sont restées plusieurs semaines, plusieurs mois hospitalisées et assurer une poursuite de leur prise en charge. Donc il faut qu'on ait une bonne continuité de soins, une bonne coordination de soins, et comment l'EHPAD va s'inclure dans son territoire avec les acteurs libéraux, puisque nous avons sur le secteur des EHPAD des professionnels de santé, notamment un médecin coordonnateur, donc qui a pour rôle essentiellement d'assurer cette fonction de coordonner les soins au sein de la structure même avec l'ensemble des professionnels qui interviennent, les professionnels salariés qui peuvent être bien sûr les infirmiers, les aides-soignants, mais nous avons également des kinés, ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues, et puis certains intervenants extérieurs libéraux qui viennent des soins primaires, les médecins libéraux qui sont sur le territoire et qui sont les médecins traitants référents et qui assurent la prise en soin des résidentes et des résidentes en EHPAD. Et puis on peut avoir aussi également des kinés libéraux ou des médecins spécialistes. Donc l'EHPAD finalement accueille des personnes en situation de grande fragilité de dépendance, que ce soit de la dépendance physique ou de la dépendance cognitive ou les deux. Et donc, comment arriver à coordonner la prise en soin de ces personnes sans interruption de leur parcours de soins, déjà au sein de l'EHPAD, et comment arriver à structurer ces soins avec les acteurs du soin primaire et avec le secteur sanitaire. Voilà un petit peu nos enjeux. Là, tu ferais. Donc moi je suis directeur de la stratégie à la Fondation Opale, donc c'est un groupement hospitalier qui a donc de l'activité médico-chirurgicale, de rééducation, également du médico-social, EHPAD, personnes âgées et enfants et adolescents. La coordination dans cette structure qui est quasi centenaire et qui a une quinzaine d'implantations dans l'Hauts-de-France, elle se traduit, je dirais, par l'effort. C'est un effort, la coordination, un effort organisé, un effort délibérément organisé pour faire en sorte que les parcours soient fluides, complets, en impliquant tous les parties prenantes, tous les intervenants, dans et en les murs. Et je dirais que s'il y a quelques petits mots à retenir, en tout cas à mon niveau, ce serait peut-être de dire, c'est un projet de soins thérapeutiques qui est à la fois interne et externe avec les partenaires.
C'est un projet qui est très centré patient par définition. C'est un processus collaboratif, bien évidemment, pour pouvoir impliquer les partenaires en interne et en externe de l'établissement sur le parcours du patient. Et puis, c'est quand même des activités, des mécanismes qu'on doit organiser, voire des fonctions qu'on doit structurer en entreprise, quoi. C'est-à-dire que il y a tout un ensemble d'activités qui sont la gestion des transitions, la mise en place de parcours, l'évaluation initiale, le suivi de l'évolution du patient, les décisions qui vont faire que le séjour va se prolonger dans ou en dehors de l'institution, des évolutions quant à l'intervenant qui va succéder aux suites d'une hospitalisation ou d'un séjour chez nous qui était initialement X et qui devient Z pour X et une raison d'évolution du patient. Et donc, ça doit s'outiller tout ça. Ça doit s'organiser. Il faut des hommes, il faut des outils, il faut de la communication. Et donc, c'est tout un ensemble de mécanismes qu'on doit organiser en fait aussi. Donc voilà un tout petit peu pour la définition. Et peut-être juste rappeler que, parce effectivement, tu le rappelais, le SMR est un peu le cœur de métier. C'est même défini dans les décrets d'application et de définition en fait des soins médicaux de réadaptation. La transition, la mission du SMR, c'est effectivement des soins médicaux, subaigus, etc. C'est de la réadaptation, c'est classique, mais c'est aussi la prévention. C'est également la transition et la coordination. Et dans le groupe, je finirai là-dessus, Fondation Opal, qui existe depuis très longtemps. Historiquement, les piliers de cette entreprise, c'était de prendre en charge de façon très pluridisciplinaire le patient, axé sur l'expertise très spécialisée, mais la coordination était depuis toujours le pilier en fait du succès de cette boîte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le sujet, c'est réussir, c'est avec les autres. Un séjour en rééducation, c'est 15-20 intervenants moyens par séjour. Et puis quand c'est fini, c'est pas fini, on gère pas un épisode hospitalier. Il y a l'après. Et donc la suite, c'est par définition le au suivant. Il n'y a pas d'essai pour compte. On doit gérer la transition. Et donc c'est un peu dans l'ADN en fait quelque part d'opérateurs dans le secteur SMR depuis toujours, je crois. Et les décrets soutiennent ça depuis peu encore. Voilà. Merci. Alors au niveau du groupe hospitalier de la Haute-Saône, on se situe à la fois en amont des structures qui ont déjà pu être évoquées, que ce soit les SMR ou les EHPAD, et on se situe aussi en aval de l'offre de soins primaires et des partenaires libéraux sur le territoire. Donc finalement, on a un énorme besoin de coordination pour que le parcours patient sur le territoire soit totalement fluide et organisé. On est un petit territoire, finalement, la Haute-Saône, territoire avec une population rurale, âgée, pas en très bonne santé, donc un gros besoin d'accès aux soins. Et pour autant, on a vraiment une pénurie médicale, paramédicale très marquée. Pas forcément le département le plus attractif de France. Et donc, du coup, on est obligé, j'allais dire, de jongler avec tout ça et de vraiment coordonner au maximum tous les intervenants de soins pour optimiser cette offre de soins et pouvoir répondre à nos missions de service public, puisqu'on est le seul établissement public sur tout le territoire de Haute-Saône. Donc, c'est là que, en fait, l'enjeu, c'est vraiment d'optimiser nos ressources pour mieux répondre aux besoins de la population. Merci beaucoup pour d'avoir posé les éléments. La façon dont on synthétise ça chez Doctolib, et on essaiera d'aller dérouler dans la durée, on dit qu'il y a un besoin de coordination déjà donc pour gérer amont-aval l'ensemble des filières. Il y a un besoin de coordination pour prendre en charge un patient dans sa globalité à un moment de son épisode de soins. Puis il y a un besoin 3, c'est pour aller chercher des expertises qui pourraient manquer, encore une fois. Et je vous propose que sur ces 3 notions, on avance un petit peu dans le flux, qu'on commence peut-être avec vous, où vous citiez le sujet justement de la coordination amont-aval, et notamment, je pense, des sorties d'hospitalisation qui sont un des enjeux essentiels. Comment vous l'appréhendez sur le territoire de la Haute-Saône ? Alors, on a créé, il y a quelques années maintenant, puisque c'était à l'époque notamment de la crise sanitaire, on a créé une cellule de régulation ville-hôpital qui, du coup, permet de coordonner sur le territoire les professionnels du groupe hospitalier avec les services d'aide à domicile, avec les CPTS, donc qui représentent les professionnels libéraux, avec les centres de rééducation fonctionnelle du territoire et les EHPAD, soit ceux qui dépendent du groupe hospitalier, soit les autres. Et donc cette cellule de coordination ville-hôpital, elle est animée par un référent ville-hôpital
présente aujourd'hui dans la salle, qui fait le lien tous les jours et qui, à l'aide notamment d'outils numériques, ce qu'on a pu évoquer, ça peut être Silo, mais ça peut être d'autres, puisque dans la région, on a l'ARS qui a fortement incité les établissements à se mobiliser autour d'outils numériques pour justement mieux se coordonner. Et donc, ça nous permet à la fois d'organiser les admissions programmées des patients quand le médecin généraliste a besoin de contacter un service spécialisé et sans passer par les urgences, d'organiser soit une hospitalisation HDJ, soit un séjour d'hospitalisation classique. Et ça nous permet aussi de prévenir le cercle de soins au moment où la sortie du patient va arriver, pour que tous les professionnels, ça soit l'infirmière libérale, la pharmacie du secteur, le podologue, etc., puissent préparer le retour à domicile de ce patient et donc éviter qu'un retour à domicile mal organisé se traduise par une réhospitalisation dans les jours qui suivent. Et donc on a vraiment mis en place ce dispositif-là à l'époque du Covid parce qu'on avait un énorme besoin de faire tourner en fait nos lits d'hospitalisation. On était, comme tout le monde, un petit peu débordés. Et puis ça a tellement bien marché, ça a tellement permis aux gens de se coordonner, de se connaître, de se parler et de mieux travailler ensemble qu'on a finalement conservé ce fonctionnement-là. Et pour maintenant, ça fonctionne pour tous les services spécialisés tous les jours. C'est très clair. Peut-être que c'est intéressant de regarder en miroir comment vous voyez les choses, Julie, du point de vue d'un groupe d'EHPAD qui a ce sujet. Alors, je ne sais pas. Au choix, le micro. Alors sur le groupe d'EHPAD, effectivement, même si vous avez sur l'EHPAD public, nous la difficulté c'est que sur un EHPAD, nous avons donc un trépied managérial avec le directeur, le médecin coordonnateur, l'infirmière coordinatrice, qui vont être responsables de l'admission, de toute la prise en soin des résidents tout au long de leur prise en charge sur la structure EHPAD. Est-ce que tout le monde connaît bien ce métier de médecin coordonnateur en EHPAD? C'est quelque chose qui est bien identifié pour vous? Alors, je pense que vous pouvez en dire quelques mots. Pour nous, c'est pas le cas, effectivement, et dans les enjeux, dans les problématiques, c'est que on ne connaît pas réellement le rôle du médecin coordonnateur, et notre mission, c'est déjà de bien faire comprendre les missions de médecins coordonnateurs au sein de nos propres groupes et au sein de nos EHPAD, mais aussi de pousser cette information sur notre territoire avec les acteurs de soins primaires, mais également les acteurs de la filière sanitaire. En se connaissant mieux, on peut définir vraiment des parcours de soins amont-aval, du médico-social vers le sanitaire très très fluide et en lien également avec les acteurs libéraux. Donc le médecin coordonnateur, il a pour mission de définir un projet médical en lien avec l'infirmière coordinatrice qui va rédiger un projet de soins. Il va être co-construit autour de filières spécifiques ou de projets de territoire. Ça peut être dans le cadre, par exemple, du projet régional de santé, où effectivement on parle d'éviter le passage aux urgences des personnes âgées. On sait bien que les services d'urgence sont pas le meilleur endroit pour la population gériatrique. Il faut qu'il y ait uniquement les urgences vitales gériatriques, mais finalement une urgence médicale ou une décompensation qui ne peut pas être gérée ni dans l'EHPAD ni au domicile peut très bien faire l'objet d'une admission directe dans un service de médecine aiguë dédié à la personne âgée, et ça va permettre d'éviter un certain nombre de complications liées à la pathologie gériatrique et à la décompensation de certaines comorbidités, et ça va permettre de diminuer aussi la durée de l'hospitalisation qui peut être également délétère pour les personnes. Donc notre mission, c'est déjà dans un premier temps de comprendre ce que doit faire un médecin coordonnateur au sein de la structure. Ce qu'il doit faire déjà, c'est rédiger son projet, fédérer les équipes qu'il coordonne en interne autour de ces projets pour que tout le monde soit porteur de ces éléments-là, et il doit le porter à l'extérieur. Il doit le porter à l'extérieur où ? Sur son vrai ancrage territorial, auprès des acteurs libéraux et donc effectivement auprès des CPTS, qui vont être une structure vraiment de coordination territoriale des acteurs libéraux du secteur, qu'ils interviennent ou pas d'ailleurs sur le secteur EHPAD, mais également avec les établissements sanitaires du territoire, ressources. Donc bien sûr, nous, notre population, c'est la population gériatrique. Donc ce que je leur demande, c'est d'identifier sur le secteur sanitaire quelle est la filière gériatrique. Filière gériatrique, c'est la médecine gériatrique pour envisager directement des hospitalisations finalement plutôt qu'un passage aux urgences d'une personne âgée qui va rester des heures sur un brancard. Ça va être identifier éventuellement les équipes mobiles de gériatrie
qui pourraient éventuellement intervenir directement sur le lieu de vie de la personne au sein de l'EHPAD et apporter justement toute leur expertise sur le lieu de vie en fait de la personne. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. En EHPAD, on a également beaucoup de pathologies neurocognitives type Alzheimer avec des troubles psychocomportementaux, des secteurs sécurisés pour ajuster un petit peu un certain nombre de choses, mais on est parfois dépassé dans la prise en charge et on a besoin d'accompagnement de psychogériatrie type équipe mobile de gériatrie haute. Donc quel est notre établissement ressource et quelle est notre équipe mobile également. Et en EHPAD, on a également des situations de fin de vie, de soins palliatifs et d'accompagnement qui sont nécessaires. Et donc on a besoin d'identifier nos équipes mobiles de soins palliatifs territoriales. Alors chez Emera, ce qu'on a mis en place également, puisque l'accès sur le territoire en France, puisqu'on est sur la France et l'étranger, mais en tout cas sur la France, l'accès aux filières gériatriques de soins palliatifs, de gérontopsychiatrie n'est pas le même. Il n'y a pas cette même accessibilité aux soins. Donc en interne, on a créé au sein du pôle et de la direction médicale une hotline de soins palliatifs avec des référents soins palliatifs qui peuvent donner des conseils, des accompagnements directement sous 24 heures aux équipes terrain qui prendront après le relais avec l'équipe territoriale. Et on a développé aussi un call center gériatrique qui permet en fait aux EHPAD d'avoir un avis de psychogériatrie dans la journée et permettre d'accompagner leur prise en charge. Je vous propose que ça, on y revienne sur la partie où on verra comment, une fois que le patient est à un endroit bien localisé, on s'organise ensemble pour faire la prise en charge, parce que c'est essentiel. Moi, ce que je retiens, c'est que sur les filières, là, on a pris l'exemple de la personne âgée, où finalement, on disait amont, aval, mais j'ai bien entendu que c'était aussi amont, aval dans les deux sens, et que ça demandait pas mal d'efforts d'organisation et de structuration avec des ressources dédiées, avec des processus adaptés, avec de l'identification. Ça, c'est intéressant. On reviendra sur ce qui se passe au milieu. Juste peut-être avant ça, Snezana, vous dire, vous, comment vous voyez, notamment côté rééducation, ce sujet de l'entrée de la filière, avant la question de la prise en charge interne. Alors pareil, je ne sais pas si tout le monde connaît tout à fait l'offre du SMR. Le SMR, c'est à peu près 100 000 places en France en termes d'offres. C'est une offre très fragmentée. Il y a des gros centres de recours, mais il y a des centres très petits. Il y a des centres plus autonomes, il y a des centres ambulatoires, il y a tous les types de prise en charge et de la prise en charge à domicile. Il y a des pôles de consulte, il y a de speed complète. Enfin voilà, toutes les modalités de prise en charge sont présentes en fait, comme on peut l'avoir dans du court séjour. Les modalités d'entrée du patient sont très différentes. Elles peuvent être directes. Ça peut être le médecin traitant, le patient lui-même. Ça peut être via l'outil Trajectoire, qui est un outil, une plateforme nationale qui permet en fait d'adresser via du MCO du patient online via une plateforme nationale dédiée avec une géolocalisation en ligne et puis tout un thésaurus d'activités que vous déclarez sur votre offre de service en fait en ligne à vos prescripteurs. Et donc en fait vous avez au sein des établissements de SMR vraiment ce qu'on appelle trivialement des cellules receveuses de ces demandes. On appelle la commission d'admission. On va admettre un patient. Donc, quand il y a une demande qui est faite, nous analysons un peu le contexte du patient en fonction de la manière dont il est renseigné. Parfois, il faut appeler aussi des équipes qui nous adressent pour avoir quelques petits compléments d'information. Mais en fait, l'enjeu, il est de ne pas se tromper sur l'éligibilité déjà de ce patient dans le parcours. Là, je crois que le sujet principal, en tout cas de nos échanges avec, y compris dans nos comités de ville hôpital, et aussi dans les soirées qu'on organise très régulièrement, on fait beaucoup de masterclass à destination, mensuellement, à destination de prescripteurs, c'est d'informer sur ce que sont les critères d'entrée dans un parcours. Le SMR, vous avez en fait, on va dire grosso modo une dizaine d'autorisations d'activités qui vont tourner autour de la gériatrie, de l'orthopédie, de la neurologie, enfin on prend un peu tout le spectre, un peu des, vous voyez, un peu des groupements homogènes de patients que vous pouvez trouver sur le marché de la santé. Et pour chacun d'entre eux, au fond, vous avez des critères d'entrée. Les sociétés de vente décrivent ce qui fait que vous êtes éligible ou pas. Donc, le sujet de la pertinence de l'entrée dans le parcours est important. Vous le disiez tout à l'heure aussi sur la gériatrie. C'est vrai également pour nous. Donc, il faut un avis. La cellule administrative qui accueille, mais aussi un avis médical, donc il faut être extrêmement réactif, social. Il y a des problématiques qui ne sont pas que médicales quand on admet un patient et qui vont en fait, en fonction des comorbidités, du contexte social, psychologique, familial, environnemental, avoir un impact sur la durée de séjour. Donc en fait, ce qui est important sur la coordination, c'est d'éduquer son écosystème. C'est pas péjoratif quand je dis éduquer, hein, c'est d'éduquer son écosystème, d'échanger, d'informer sous différentes formes. Je disais soirée. Information, newsletter, tout ce qu'on veut, toutes les modalités de canaux de com, les informer sur les critères d'éligibilité, parler des loupés. On peut dire ça comme ça. Quand on fait nos soirées aussi, on parle des loupés, on parle des échecs, de ce qui ne fonctionne pas, de ce que nous on perçoit. Parce que c'est ce que nous percevons, c'est pas forcément ce que perçoit le prescripteur. Il n'est pas formé, éduqué à tout ça, donc il faut aussi avoir une discussion un peu en confiance entre nous aussi sur les difficultés qu'on rencontre et ne pas se jeter un peu la balle.
les uns les autres. Donc, discussion, commission d'admission très professionnalisée, très réactive au fil de l'eau. Des coordonnateurs de parcours très tôt, c'est-à-dire qu'on a mis en place sur le SMR de plus en plus, vous savez, sur les parcours RAC ambulatoires ou récupération améliorée après chirurgie, on a beaucoup parlé des infirmières RAC, mais on a aussi des infirmières de parcours spécialisées sur la rééducation, mais comme on a des rééducateurs qui peuvent être des référents pour nos patients très tôt et pour les familles aussi, pour les projeter dès l'entrée sur la durée prévisionnelle du séjour, tant eux que leur famille, et aussi se coordonner dès l'entrée, très en amont, dans un discours sur ce qui se passera sur la suite, sur la sortie. Parce que le métier du SMR, c'est clairement l'autonomie. Ce n'est pas de conserver le patient dans nos murs, c'est bien évidemment de l'autonomiser. Et ce qui m'amène à l'aval. Ça, c'est l'amont. Mais l'aval, le sujet, le challenge, c'est le retour à la vie ordinaire. On appelle ça souvent comme ça dans nos secteurs. Mais le retour à la vie, à la vie ordinaire est pas simple. En fait, il y a tout un schéma. Vous savez que nous, c'est que le raisonnement clinique. On ne fait que ça. D'ailleurs, on espère que l'IA va tout automatiser demain. Mais en fait, elle va piocher tout ce que nous avons en raisonnement clinique, en fait, les uns les autres, nous, êtres humains, et l'automatiser. Mais au fond, on éduque nos professionnels et nos prescripteurs à avoir cet arbre décisionnel en tête, tout simplement. Et on l'écrit, on le dessine. On en parle. Ça met du temps. C'est la principale difficulté, c'est le temps et les modes de diffusion de ces informations-là et de co-construction. Très court, le patient peut rentrer chez lui, retourne dans le vie ordinaire, tout va bien. Circuler, avancer, tout va bien. C'est pas le cas le plus fréquent. Il peut rentrer chez lui, mais il faut adapter le domicile. Il y a des intervenants à planifier. Donc, soit je suis un bon établissement et puis je coordonne un peu et j'informe la famille, je me coordonne. Courrier de sortie, il y a des appels même de l'intervenant par téléphone via ma plateforme avec mes référents parcours. Et donc, du coup, l'étape d'après est programmée. Soit on le fait pas, rupture de parcours, il est lâché dans la nature. Quand on connaît pas le SMR, on va pas trouver le bon internement du jour au lendemain. Donc, il faut mettre en place ce type de référent de parcours en interne pour pouvoir jouer le lien. Autre cas de figure, il peut rentrer chez lui, beaucoup de médicalisation, d'intervention, mais en plus, adaptation de l'habitat. On peut aller jusque-là. Donc, vous voyez, on peut avoir du multi-intervenant, des ergothérapeutes qui interviennent, des structures, le territoire, etc. Ou alors, pas possibilité de retourner chez lui, du tout. Et donc là, du coup, on va être sur des structures de transition d'aval. Et donc, ça implique quoi quand on est en SMR? On bosse avec énormément de partenaires qui ne sont pas que du sanitaire pur jus. On va bosser avec du secteur logement, du social. On va bosser avec les collectivités, les élus parfois aussi, etc., etc. Donc, la pluralité des acteurs avec lesquels on bosse sont pas forcément toujours des acteurs stricto sensu sanitaire, on va dire, voilà. Donc il faut sortir un peu de l'hospitalo-centrisme et permettre effectivement au collectif d'intégrer cette vision globale de tous ces multi-intervenants qui répondent à tous les besoins du patient, quoi. Physiques, sociaux, environnementaux, matériels, même financiers, parce qu'on aide à des montages financiers pour des reconnaissances de handicap. Donc, vous voyez, quelque part, Maric, allons-nous jusqu'à demain, dans Doctolib, inclure ce genre de professionnels? Je vous dirai quelques mots en conclusion de ce sujet-là. On a nos propres limites. Peut-être, on a avancé pas mal d'éléments. Je vais vous proposer qu'on conclue avec deux exemples qui, moi, me semblent intéressants. Il y en a un, c'est comment, Julie, vous organisez avec les libéraux pour les... tout à l'heure j'entendais un effort d'éducation, d'explication, je ne sais pas quel est le bon terme, mais en tout cas créer la connexion avec eux. Je propose de développer ça et puis qu'on parle avec vous, Alexandre, c'est comment on fait particulièrement sur une pathologie particulière. Je crois que c'est l'exemple du diabète qui est un sujet particulièrement important dans votre population. Comment vous coordonnez les uns les autres. Je vous propose qu'on termine l'exposé sur ces éléments-là, qu'on vous redonne 2-3 mots de questions et de questions-réponses avec la salle. Pardon. Eh bien, alors écoutez, je reviens à mon médecin coordonnateur d'EHPAD. De nouveau, on repart sur le secteur médico-social. Je vais vous faire un vie-ma-vie d'un de nos médecins coordonnateurs qui est sur Aurillac, qui doit assurer en coordination 36 médecins traitants de résidents que l'EHPAD a en charge en termes de suivi d'accompagnement. Comment un médecin coordonnateur qui est en temps partiel sur la structure, puisqu'il faut savoir qu'en général, c'est à peu près sur des 0,6 ETP, donc il n'est pas là présent tout le temps. Comment il peut mettre en place un projet avec les acteurs du site, les infirmiers, les aides-soignants, l'IDEC, etc. Comment mettre en place cette coordination lorsqu'il n'est pas présent sur le site et comment gérer en fait la prise en soin quand il y a une décompensation médicale par exemple d'un résident et qu'il n'est pas le médecin traitant du résident, mais qu'il faut faire venir effectivement rapidement le médecin traitant. Donc c'est un véritable casse-tête. Coordonner 36 médecins traitants qui ont leur activité principale sur leur cabinet médical, c'est une complexité. Donc la complexité du médecin coordonnateur, c'est comme je disais, faire son projet, identifier
tous les partenaires, tous les médecins traitants aient tissé du lien pour qu'il y ait une simplification et définir des outils communs en fait pour savoir comment communiquer efficacement, comment définir ensemble si quelqu'un décompense médicalement, si c'est une urgence bien sûr, nous sommes médecins, donc le médecin coordonnateur intervient ainsi que l'équipe terrain, mais nous avons aussi au niveau médical un code de déontologie médicale et de confraternité qu'on doit respecter et donc parfois certains médecins traitants peuvent être un petit peu agacés du fait que le médecin coordonnateur intervienne sur des prescriptions ou des prises en soins. Donc c'est toute la complexité qu'on va avoir. Donc c'est identifier ces partenaires déjà qui interviennent au sein de l'EHPAD, mais identifier aussi les partenaires libéraux qui pourraient intervenir sur l'EHPAD. Et donc je demande à l'ensemble des médecins coordonnateurs d'identifier la CPTS territoriale sur lequel effectivement l'EHPAD est présente géographiquement, de prendre contact avec eux, d'établir en fait une convention de fonctionnement, de définir des codes de fonctionnement commun. Et pour la population âgée, notre problématique, c'est la prise en soins gériatrique, l'expertise de la personne âgée gériatrique, mais c'est aussi la gestion des urgences, comment on les gère effectivement avec les acteurs libéraux, qui fait quoi, effectivement c'est le médecin traitant, mais il est au cabinet, il a toutes ses consultations, c'est le médecin coordonnateur, comment on le gère, et effectivement après c'est comment on gère aussi des situations d'accompagnement de fin de vie avec les HAD, lorsque les soins techniques dépassent les possibilités de l'EHPAD pour permettre à la personne de rester sur son lieu de vie, puisque c'est son souhait. Et comme je le disais tout à l'heure, on accueille effectivement des personnes du domicile, mais on accueille beaucoup d'aval du sanitaire. Et parfois, on a d'emblée des situations de soins palliatifs et le médecin coordonnateur est en charge de déployer et de coordonner tous les éléments quand ça n'a pas pu être fait en aval effectivement du sanitaire ou du SMR et autres. Et donc, on fait une admission, parce que c'est le même principe, commission d'admission aussi. On fait une admission, on identifie que la personne est dans une situation de soins palliatifs. Il faut faire intervenir l'équipe mobile de soins palliatifs, informer la personne et l'entourage, puisque le projet est forcément redéfini autour d'objectifs qui sont plus centrés sur la qualité de l'accompagnement et de la fin de vie et la gestion des symptômes d'inconfort. Donc c'est tout ce genre de tout ce système qui est mis en place, et notamment une petite illustration en région parisienne, une innovation un petit peu de la PHP qui s'appelle Palidome, qui est très intéressante et qui est portée par l'HAD. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que sur nos EHPAD du territoire, lorsqu'on a une situation de soins palliatifs qui est bien identifiée, accompagnée, dont le projet est défini, mais qui peut avoir aussi une décompensation aiguë, comme une décompensation respiratoire en plein milieu de la nuit, on passe via le SAMU. Et Palidome intervient en quelques heures, est très réactif pour intervenir sur nos territoires. Et donc cette identification en fait de nos acteurs du territoire finalement nous permet d'avoir une meilleure qualité de soins et une sécurisation des soins. Voilà. Merci beaucoup. On parlait du sujet du diabète sur le territoire Haute-Saône. Par définition, une prise en charge qui est pluridisciplinaire à coordonner. Comment vous organisez cela, vous ? Alors, sur le diabète, en fait, c'est l'exemple d'une pathologie chronique que on prend en charge dans le cadre de la responsabilité populationnelle. C'est quoi la responsabilité populationnelle ? C'est une nouvelle manière de penser l'offre de soins qui a été développée à l'étranger, qui est arrivé donc en France il y a 5 ans à peu près maintenant, et donc en Haute-Saône on est un des 5 territoires pionniers sur le déploiement de cette responsabilité populationnelle. C'est-à-dire que l'hôpital est aussi responsable avec ses partenaires du territoire de faire de la prévention, de la détection très précoce des patients à un stade tout débutant de la maladie. L'objectif étant qu'ils intègrent du coup des chemins cliniques, des parcours de soins, mais enfin ça s'appelle chemin clinique pour la responsabilité populationnelle, où ils sont pris en charge très tôt pour éviter les complications. Donc un effet bénéficiaire pour le patient lui-même, puisqu'il évite de développer des complications suite à un dépistage trop tardif. Un effet aussi pour la santé publique en général, et un effet aussi macroéconomique, puisque l'objectif est donc d'avoir moins de dépenses de soins, puisqu'on soigne le patient plus tôt. Donc cette démarche-là, on a commencé à la développer en 2020, avec des réunions cliniques sur le territoire, entre médecins libéraux, diététiciennes,
podologues, ophtalmologues, enfin tous les acteurs de soins en fait qui interviennent aux différentes étapes de la prise en charge de la pathologie. Et donc il y a des bonnes recommandations, des bonnes pratiques qui ont été mises en place au niveau du territoire. Alors elles s'inspirent évidemment des recommandations nationales de prise en charge, mais elles sont adaptées à chaque fois à la situation locale et notamment à l'offre de soins qui existe sur le territoire. Et donc le bénéfice de cette démarche 5 ans plus tard, c'est qu'on voit qu'on a quand même un tiers de passage en moins par les urgences pour la prise en charge des personnes atteintes de diabète. On a développé énormément notre hospitalisation de jour pour la prise en charge du diabète avec la mise en place d'infirmières en pratique avancée, etc. On a beaucoup moins de patients en hospitalisation complète ou en tout cas vraiment les stades sévères des patients avancés dans la maladie. Et donc on voit clairement des effets très favorables en termes de santé publique. Et tout ça en fait c'est possible grâce à une coordination qui se fait alors à l'aide de plateformes numériques, essentiellement la plateforme ITIX, je ne sais pas si certains connaissent, qui permet aux différents interlocuteurs, qui soient au domicile, qui soient dans les EHPAD, qui soient à l'hôpital, de communiquer entre eux et d'avoir accès au dossier de soins du patient et de mettre des petites notes ou des observations dans le dossier du patient que chacun va pouvoir visualiser. Et puis également la mise en place donc d'une hotline par nos médecins diabétologues hospitaliers pour pouvoir répondre soit aux médecins traitants, soit aux infirmières à domicile quand elles ont une question sur la prise en charge et donc éviter à nouveau un passage par les urgences. Donc c'est une démarche qui a vraiment fait ses preuves et qu'on étend maintenant à d'autres pathologies comme l'insuffisance cardiaque qu'on est en train de commencer à déployer sur notre territoire. Merci beaucoup. Je vous proposais, en fait, c'est hyper frustrant comme exercice. Parce que je sais qu'on a tellement de choses à dire, mais juste vous dire un petit mot de synthèse de comment on voit ça du côté d'un éditeur, juste en quelques mots, et se tourner vers la salle pour, avec vos questions-réponses, pour en nourrir les quelques éléments qu'on a pu traiter. Il y en a plein sur, on sent l'effort qu'il faut mettre, la technologie qui a utilisé, les limites qu'on peut rencontrer, mais je suis sûr qu'on poursuivra les échanges aussi hors de ce stand. Juste vous dire que quand on entend ça déjà, chez un éditeur comme nous, de logiciels, c'est énormément d'humilité. Je ne sais pas combien de cas d'usage, de complexité, d'acteurs vous êtes en train de mailler, et pour nous, ça nous demande beaucoup d'humilité, énormément d'engagement. Et c'est pour ça qu'on travaille tous les jours, c'est faire en sorte que, parce qu'on croit plutôt que nos outils peuvent faire la différence, parce que c'est notre nature, et comme ça qu'on les pense, il faut qu'on les équipe tous. Donc ça prend du temps de convaincre, d'expliquer. Mais on pense que ce sujet-là est gagnant. On pense qu'on est au tout début. Et qu'on a travaillé de notre côté sur la coordination 1 à 1. Vous avez compris avec mon propos d'introduction qu'on va le faire de 1 à N, à plusieurs, avec un groupe, une organisation, un hôpital, un service, une filière, qu'on va y ajouter, je le disais tout à l'heure, la télé-expertise, parce que se coordonner c'est bien, mais en plus valoriser l'expertise de nos professionnels c'est bon. Et on n'en a que 5% qui est fait aujourd'hui. Et c'est le tout début, on a l'essentiel à faire. Nous, on va lancer, et vous verrez nos éléments de télé-expertise sur ce stand-là. On sent qu'on est en train d'avancer et de faire un pas incroyable sur ce sujet. Mais le message qu'on a, nous, et qu'on prend quand on vous écoute, c'est énormément de cas d'usage à mailler. On croit aussi, quand on est un éditeur comme nous, qu'on ne pourra pas tous les traiter parfaitement. Et donc, il faudra qu'on arrive à trouver des solutions, des moyens de se coordonner. Mais on est convaincu qu'il y a beaucoup de travail à faire sur le sujet. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on prenne question de la salle et qu'à partir de là, on puisse compléter le propos. Juste quand vous posez les questions, je veux bien que vous spécifiez à qui elles s'adressent, comme ça nous permettra d'être encore plus précis dans nos réponses. Est-il des questions? Des points à éclaircir? Des félicitations adressées à nos intervenants? Bon, sinon, on complétera. Deux, trois mots sur quoi? Challenge? Peut-être en profiter, puisque les questions ne fusent pas, on a été super clairs, mais c'est peut-être un petit complément sur lequel j'aurais peut-être voulu insister. C'est vrai que la coordination, voilà, le sujet du partage d'informations, il y a plusieurs choses, d'accord, le partage d'informations autour des données cliniques patients, etc. C'est clair. Les comptes rendus d'hospice, c'est aussi
discuter ensemble de façon synchrone, asynchrone, dans ces modes de vie très accélérés, c'est compliqué, quoi. Et c'est vrai que là, on est en train de... on a démultiplié au niveau de mon équipe de marketing depuis 4-5 ans un paquet d'actions, de communication, d'informations, d'outils, etc., etc. Et ça a commencé à faire dur au niveau de nos prescripteurs, puisqu'il y a ce que moi je déploie dans ma structure, dans mes structures, il y a ce que déploie l'hôpital voisin dans ses structures, et donc ça en plus c'est la profusion. Alors on fait tous nos comités ville-hôpital. Un petit message que j'adresse un peu à tout le monde. Ne soyons pas autocentrés. Pensons à nos adresseurs, aux communautés de territoire. On déploie tous individuellement donc nos solutions numériques, parfois tout seul dans notre coin, parfois un peu en concertation. Donc le médecin traitant ou le spécialiste de ville ou autre interlocuteur se retrouve devant une pléthore de solutions, et voilà, et il doit avoir le réflexe de dire tiens, quand je bosse avec Fondation Opal, faut que j'aille sur son truc, là quand même c'est comme ça, pire, c'est compliqué, quoi. Et donc c'est quand même le challenge. Et donc il est vrai que depuis on va dire une petite année et demie, j'en parlais tout à l'heure sur le stand avec Maric, on a commencé à parler aussi de nos choix numériques avec nos prescripteurs dans le cadre du comité ville-hôpital, et parfois même avec les hôpitaux voisins. Pas simple, hein. C'est une fois tous les trimestres les discussions sur ces trucs-là, on va pas se mentir, c'est pas tous les jours. Mais depuis 1 an et demi, certains des partenaires du territoire, et moi y compris, avons pris des engagements nouveaux que nous n'avions pas prévus en termes d'investissement, en termes d'acquisition de solutions, dictée numérique, solutions de téléexpertise, etc. Et certains avaient pris les solutions qui n'étaient pas celles qu'on avait prises à la Fondation, par exemple. Et donc on est en train de décider quelque part un peu collectivement ensemble, par ajustement mutuel, de ce que seront les solutions qui nous permettront de communiquer entre nous ensemble. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire. Je trouve que ça, c'est une évolution qui est assez chouette. Alors, il y a 15 établissements dans ma structure. Je suis pas en train de dire qu'on est formidable, hein. Mais on a 2 sites qui ont vraiment réussi à faire ça au niveau des Hauts-de-France dans leur implantation géographique. Les autres, pas encore, mais les 2 plus gros. Donc ça pèse, c'est important. Et ça a vraiment changé la donne dans les discussions. Et petit coup de pub pour Doctolib, mais mérité. On vient de commencer l'acquisition en termes d'usage, ça fait 1 mois et demi, c'est très frais, de la solution Silo, dont tu parlais tout à l'heure, cette messagerie instantanée qui permet effectivement cette application de pouvoir fluidifier la communication entre nos, je ne parle pas de toutes les fonctionnalités, mais en tout cas pour les usages, pour nous, de fluidifier un peu la communication entre nous et les intervenants externes. Qu'est-ce que ça me permet aujourd'hui de faire ces solutions? J'arrive quelque part, on l'a paramétré à l'échelle du groupe, à me connecter, enfin, à utiliser cette plateforme de Doctolib, cette application, pour en fait faire toute ma communication institutionnelle à destination de toutes les parties prenantes de mon territoire, en pushant mes newsletters, en envoyant toutes les informations que je faisais par publipostage à l'époque sur l'arrivée d'un nouveau médecin, etc. C'est un peu les codes, vous avez fait ça très bien. Réseaux sociaux, voilà. La communauté peut liker. Ils utilisent de toute façon entre eux déjà cette solution-là depuis un moment, les médecins de ville. Donc voilà, ça leur évite de changer d'outil, de sortir de l'environnement du quotidien. Il faut aussi qu'on se mette un peu à leur place. Donc voilà, c'est devenu un nouveau canal en fait de communication. C'est un peu la une de publication, si vous voulez, de nos actus, quoi. Autre cas d'usage intéressant aussi. Même si demain j'achète pas ta solution, et c'est pas encore le cas de téléexpertise, j'en ai une autre parce que sur le territoire, c'est pour ça on n'est pas pour ça. Je lui fais la pub pour la partie Silo, mais je ne suis pas sur la solution de Doctolib sur la téléexpertise, parce que sur le territoire on a décidé de prendre Omnidoc. Bon voilà, ok. Mais l'intérêt de ce que nous propose Silo, c'est que au-delà du fait d'avoir un nouveau canal de communication, c'est que sur cette plateforme-là, je suis en capacité, en fait, de proposer aux médecins traitants ou à des partenaires du parcours du territoire la possibilité, depuis leur outil, Silo, partagé, notre réseau commun, n'est-ce pas, de pouvoir, en fait, tout simplement accéder à mes résultats labo, à mes résultats d'imagerie de mes patients, à l'annuaire, mis à jour de tous les téléphones de mes professionnels et vice-versa, etc. Donc ça... Voilà, et donc d'accéder aussi en fait de façon intégrative à mes outils mis à dispo via mon site internet. En fait, au fond, voilà. Donc le prescripteur, il est content, mais nous aussi, parce que voilà, on gagne du temps, de l'argent, la connexion est plus rapide. Enfin voilà, donc on a aussi besoin des fois de solutions spécifique voilà, téléexpertise, mais aussi bien d'avoir des plateformes qui permettent aussi d'être intégratives et qui évitent en fait à des parties prenantes de sortir de leur outil et de de perdre du temps. Il y a plein d'offres, il y a plein d'options. On est convaincu que les autres sont intéressantes. C'est très important. Mais ça, je pense que c'est un point important et merci du message. Peut-être pour conclure, Alexandrine, je vous laisse un message côté patient et puis je crois qu'on... Ah, il y a une question. Pardon, est-ce que je me permets de la prendre et on conclut? Désolé. Bonjour à tous, donc Véronique Esmiller d'HAD dans le Rhône.
hospitalisation à domicile. Monsieur Philibert, chez Doctolib, est-ce que vous avez prévu de développer possiblement déjà des interfaces avec d'autres outils et puis de développer une coordination possible pour les HAD avec l'hôpital? Alors on aura le petit mot patient après si on a le temps. Je suis interpellé directement sur l'hospitalisation à domicile. Pour tout vous dire, le domicile, c'est le dernier segment qu'on n'a pas traité ou qu'on n'a pas abordé chez Doctolib. On commence avec les infirmiers à domicile qui aujourd'hui peuvent localiser l'endroit où ils prennent en charge. C'est tout bête, mais on n'était pas capable de faire ça, de dire je me déplace contre telle rue et telle rue. Ça commençait par ça. Il y a les HAD où aujourd'hui on a une logique de prescription très forte depuis l'hospitalisation, en sortie d'hospitalisation jusqu'à le domicile, mais on sait qu'il y a quelque chose à faire. On pense que pour coordonner l'ensemble des acteurs qui interviennent à domicile, on a le bon outil. Il faut juste qu'on mette en place la bonne approche pour que ça fonctionne pour le HAD. Et puis vous m'interpellez sur l'intégration. Je ne veux pas ennuyer tout le monde ici, mais pour le coup, dans mon métier, il y a deux choses très importantes. Il y a convaincre et servir les établissements avec lesquels on travaille. Et le deuxième, c'est se connecter avec les systèmes d'information hospitaliers et divers. C'est notre métier. J'ai l'expert devant moi, là, Laurent, vous pouvez lui parler à l'instant. On fait que ça. Et pour le coup, vous trouverez toujours Doctolib sur le côté des ouverts à l'intégration. On est même plutôt très avancé et chaque acteur, on va le voir pour qu'il travaille avec nous, évidemment, de façon avancée. Donc, très bientôt pour la partie du domicile, libérale et hospitalisation domicile, avec des modalités à préciser, mais clairement sur coordination des soins. Il y a des initiatives de carnet de liaison numérique, de communication, on appelle ça comme on veut, mais il y a des choses qu'on va aller faire dans la matière. Il faut juste qu'on prenne le temps chez Doctolib. On peut nous attendre sur plein de sujets, donc on est obligé d'y aller de façon progressive, étape après étape. C'est un peu notre challenge. Je vous avais promis que pour reprendre l'exemple tout à l'heure de la cellule de régulation ville-hôpital, en Haute-Saône, par exemple, l'HAD en fait partie. Et donc, on a cette intégration aussi de cet acteur-là dans notre parcours de coordination. Oui, moi, je voulais juste terminer sur peut-être la vision patient, parce que finalement, on est tous là surtout pour s'occuper du patient, qui est au cœur de nos enjeux. Et peut-être dire qu'il faudra garder en tête, avec toute cette coordination professionnelle, que souvent, un patient chronique, il a plusieurs pathologies chroniques. Et du coup, il se retrouve avec plusieurs applications pour suivre le diabète, l'insuffisance chronique, l'hypertension artérielle, etc., etc. Et à un moment, on va peut-être être un petit peu dépassé par tous ces outils qui sont mis à sa disposition et à notre disposition, et que pour rester vraiment pertinent, il faudra trouver une plateforme qui coordonne elle-même les autres outils numériques. Eh bien, merci beaucoup. J'ai pas le temps d'en ajouter plus parce qu'il faut qu'on libère l'espace pour que les prochains intervenants puissent le faire. En revanche, je suis sûr que les échanges vont se poursuivre et je sais qu'il a ce côté très frustrant, mais vous reverrez. Merci beaucoup, Alexandrine. Merci, Snezana. Merci, Julie. Merci à tous. Et très bon salon à tous. Bonne disposition.